Dans cette interview exclusive, nous abordons des sujets brûlants et de grande importance avec Luigi de Magistris, ancien magistrat et maire de Naples, connu pour sa lutte contre la criminalité organisée et son opposition ferme au pouvoir en place. De Magistris a consacré une grande partie de sa carrière à combattre la 'ndrangheta et ses infiltrations dans les institutions, se heurtant à des réseaux de pouvoir occultes, y compris la franc-maçonnerie déviante et les élites influentes qui opèrent dans l'ombre. Grâce à son expérience directe en tant que magistrat de première ligne et à sa vision politique, De Magistris nous offre une perspective unique sur la manière dont ces phénomènes s'entrelacent et menacent la démocratie en Italie. Au cours de cette interview, nous discuterons de son engagement dans la lutte contre ces forces obscures et de son point de vue sur la manière de les contrer efficacement. Votre expérience en tant que magistrat a révélé des liens entre la 'ndrangheta, la franc-maçonnerie déviante et les pouvoirs en place. Selon vous, ces connexions remontent-elles loin dans le temps et sont-elles encore profondément enracinées aujourd'hui? En Italie, très peu de magistrats ont enquêté sur les relations entre la 'ndrangheta, la franc-maçonnerie déviante et les pouvoirs en place. Les connexions remontent certainement à loin, au moins aux années 1970, et aujourd'hui, elles sont plus enracinées que jamais. Nous sommes en pleine criminalité institutionnelle et la 'ndrangheta est camouflée jusqu'au cœur de l'État, grâce notamment à l'œuvre de la franc-maçonnerie déviante. Avec mes enquêtes entre 1996 et 2008, nous avons reconstruit l'existence des masso-mafies, où la bourgeoisie mafieuse a assumé un rôle central. En 1993, Giuliano Di Bernardo a remis les listes des francs-maçons au juge Cordova. Pensez-vous que cet acte a réellement influencé le système de pouvoir en Calabre ou qu'il n'a fait fleurer la surface? La remise des listes par le grand maître du Grand Orient d'Italie, Giuliano Di Bernardo, a été utile, mais uniquement pour révéler la surface de la franc-maçonnerie officielle. Pensez-vous que l'influence de la franc-maçonnerie déviante sur la politique et l'économie est encore très présente dans les institutions italiennes? Quels secteurs considérez-vous comme les plus vulnérables à ces infiltrations? Plus présentes que l'on pourrait l'imaginer. La franc-maçonnerie déviante et les masso-mafies sont partout. Politiquement, elles opèrent de manière totalement transversale, bien qu'il existe un lien noir criminel historiquement très fort avec l'extrême droite néofasciste. La franc-maçonnerie déviante peut aussi se présenter comme écologiste si cela sert à faire des affaires et à consolider le pouvoir. On constate une influence très forte dans le contrôle des dépenses publiques, des flux d'argent public européens, national et régional. Dans l'économie, la présence maçonnique est très forte, surtout dans les secteurs stratégiques pour le pays. La franc-maçonnerie déviante agit toujours pour créer des relations étroites et opaques entre le public et le privé. Mais là où l'action des loges occultes est également impressionnante, c'est dans les appareils de contrôle, magistrature, forces de police, forces armées, services secrets. Pas de pommes pourries, mais un verger contaminé. L'objectif des francs-maçonneries déviantes est de conditionner les institutions démocratiques, de prendre des décisions dans des lieux autres et de les ratifier dans les enceintes institutionnelles. Un véritable gouvernement occulte de la République qui opère au moins depuis la fin des années 1960 et qui est aujourd'hui plus fort que jamais. Pour neutraliser les serviteurs honnêtes de la République, ils n'utilisent plus le TNT, mais la légalité formelle et les balles institutionnelles. Au cours de vos enquêtes, avez-vous jamais ressenti des tentatives de sabotage de la part de représentants des pouvoirs en place liés à la franc-maçonnerie déviante ou à des organisations criminelles comme la 'ndrangheta? Comment faites-vous face à ces pressions? Les enquêtes les plus délicates dont j'étais responsable, où nous reconstruisions le système criminel masso-mafioso, ont été entravées et sabotées de l'intérieur de l'État, au plus haut niveau, y compris au sein de la magistrature. La 'ndrangheta de type traditionnel est subordonnée à la criminalité institutionnelle des pouvoirs occultes qui ont un pouvoir dévastateur, arrivant partout. La franc-maçonnerie déviante et la 'ndrangheta de dernière génération ne font désormais qu'un. Nous sommes à la reductio ad unum. J'ai été isolée et attaquée avec un niveau d'agression institutionnelle sans précédent, au point de constituer une sorte de coup d'État institutionnel qui a conduit à la destruction de magistrats, d'agents et d'officiers de police judiciaire, de consultants, de témoins, de journalistes. L'artillerie de feu pour nous anéantir était entièrement institutionnelle.
isolement institutionnel, interrogation parlementaire, inspection administrative, plainte, poursuites disciplinaires, civiles et pénales, campagne de presse, balles de calibre 38 de style piduiste, un harcèlement des pouvoirs en place et de la franc-maçonnerie occulte. J'ai affronté la trahison de morceaux de l'État avec courage, force de volonté, amour pour la justice et un profond sens de l'État, sans peur. Dans un récent article sur le fascino de la Santa et les loges paramafieuses, il apparaît que ces loges clandestines jouent un rôle central dans le maintien du pouvoir de l'Ndrangheta. Pensez-vous qu'il existe encore une Santa opérative avec une structure organisée? Et comment l'État peut-il combattre un réseau aussi puissant et invisible? Il a toujours existé dans le monde de la franc-maçonnerie déviante et des loges occultes, de Gladio à la P2 jusqu'à la Calabre, un niveau supérieur, avec un degré de confidentialité absolue, où les mafias, les franc-maçonneries déviantes et des morceaux de l'État se soudent de manière encore plus forte. Pour combattre cela, l'État doit avoir des soldats capables de vouloir et de pouvoir le faire, car il y a un prix à payer. Il faut des personnes préparées et incorruptibles, capables d'enquêter de manière autonome et indépendante. Selon votre expérience, dans quelle mesure la Ndrangheta et la franc-maçonnerie déviante collaborent-elles pour s'infiltrer dans les institutions démocratiques? Quel rôle jouent les secteurs financiers et entrepreneuriaux dans cette dynamique? Souvent, la Ndrangheta et la franc-maçonnerie ne font qu'un, surtout lorsqu'on atteint les niveaux les plus élevés, où les fils à haute tension se rejoignent. C'est là que se fait la jonction entre la franc-maçonnerie déviante et la Ndrangheta de dernière génération. Plus qu'une infiltration, ils visent désormais à être l'État. Ce n'est plus la saison des collusions, un saut de qualité a été fait. Entrez au cœur de l'État. Prédicateurs, intermédiaires, grands groupes industriels, entreprises de premier plan jouent un rôle clé dans ce système criminel. Car dans ce système de pouvoir, ils assument un rôle dominant et privilégié au détriment des entrepreneurs honnêtes qui sont en dehors du système. Plus de libre concurrence, c'est un oligopole qui se consolide avec les protections du système, frappant les entrepreneurs honnêtes et protégeant le système. À la lumière de vos enquêtes, pensez-vous qu'il existe un lien entre la criminalité organisée calabraise et les circuits maçonniques internationaux, ou est-ce un phénomène limité à la sphère italienne? Je suis au courant de liens internationaux, ce n'est absolument pas un phénomène limité à la sphère italienne. Lorsque l'enquête Why Not m'a été retirée, dont le cœur était précisément les franc-maçonneries déviantes et leurs liens avec les pouvoirs, nous travaillons sur certains noms qui étaient au sommet de la franc-maçonnerie nationale et internationale. À quel point est-il difficile pour un magistrat ou pour les forces de l'ordre de contrer la collusion entre les pouvoirs en place et la Ndrangheta, sachant que ces réseaux ont souvent accès à des informations confidentielles et à des protections puissantes. Ce sont des enquêtes extrêmement difficiles, car l'ennemi est juste à côté. Aux gardes affectés à ma sécurité, je disais d'être tranquille lorsque nous étions à l'extérieur du palais de justice, mais de faire très attention à l'intérieur du palais, car certains commanditaires et exécutants de mon assassinat professionnel se trouvaient surtout à l'intérieur. Il faut penser que l'un de mes traîtres les plus inqualifiables a été le procureur en chef du bureau où j'exerçais les fonctions de procureur, qui, au lieu de me protéger, m'a poignardé dans le dos. Cependant, ce sont des enquêtes nécessaires, car en travaillant sur ces dossiers, on peut reconstituer des événements troublants pour la survie même de l'État de droit. Sans vérité et justice, nous ne sommes pas une démocratie. Quels instruments législatifs ou institutionnels estimez-vous nécessaires pour affronter de manière plus efficace le problème de la franc-maçonnerie déviante et de sa collusion avec le crime organisé? Il faut renforcer la législation qui a introduit, en 1982, après le scandale de la P2, le délit d'association secrète. Les peines doivent être augmentées et la qualification criminelle doit être mieux spécifiée. Et ensuite, il ne faut pas toucher à l'autonomie et à l'indépendance de la magistrature. Sinon, il sera impossible d'enquêter dans cette direction. Ce n'est pas un hasard si la dépendance du procureur du pouvoir exécutif était l'un des points centraux du plan de renaissance démocratique de la loge Propaganda 2. Et aujourd'hui, le gouvernement Meloni semble sur le point de compléter ce plan. Au cours de votre parcours politique et institutionnel, avez-vous déjà eu l'impression que certains pouvoirs invisibles tentaient de contrôler ou d'influencer certaines décisions pour maintenir le statu quo de ce système de pouvoir parallèle? Ce n'est pas une impression, c'est une certitude.
L'Italie est une démocratie formelle, mais non substantielle. Des pouvoirs occultes, également étroitement liés aux services secrets étrangers, pour ne pas remettre en question le pacte atlantique, sont ceux qui gouvernent en fait, et désormais aussi formellement, le pays. Dans les organes constitutionnels, on ratifie les décisions prises dans les cercles de la franc-maçonnerie déviante. Compte tenu du poids du crime organisé et de la franc-maçonnerie déviante en Calabre, quel espoir voyez-vous pour un changement réel? Par où devrait commencer la lutte pour éradiquer ces phénomènes? On pourrait être pessimiste, car ils ont réussi à atteindre le cœur de l'État. Cependant, il ne faut pas abandonner. Il y a des serviteurs de la République honnêtes, compétents et courageux qu'il ne faut pas laisser seuls. Il faut une révolution culturelle, une rébellion des consciences, une prise de conscience de la centralité de la question morale dans notre pays. Il faut créer une connexion entre les gens qui doivent pouvoir connaître et vouloir apprendre, et les femmes et hommes des institutions loyaux et fidèles à la République. Il faut miser sur la crédibilité des personnes et des faits pour vaincre la puanteur du compromis moral et faire entrer le parfum frais de la liberté.